Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelqu'un d'important. Pour ceux qui me connaissent, Natural Management fait de la formation en management par le cheval et de l'accompagnement professionnel. J'ai créé Natural Management suite à un diplôme qui parle du développement durable, l'exécutive MBA Sustainable Development à l'école de management de Strasbourg, où j'ai rencontré Ophélie Gourdou, ici présente, qui est à Munich en Allemagne et qui a créé à la suite de ce diplôme également Kern Consulting. Donc elle va nous présenter son activité et son cabinet. Alors Ophélie, on t'écoute. Oui, donc effectivement Kern Consulting a pour mission de guider les entreprises dans leur stratégie développement durable pour leurs emballages. D'accord. Donc c'est vraiment ma spécialité et voilà. Ta spécialité uniquement en emballage, donc oui, avec toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler voilà, à la télévision. Notamment la pollution des oui. océans par le plastique, etc. Exactement. Et ça va intéresser beaucoup de monde. Donc on boit tes lèvres. Donc effectivement, on s'était rencontrés à ce MBA développement durable. Moi, ça faisait partie de la suite de mon parcours professionnel. J'avais en fait une passion pour ce thème. Ah oui. Et je pense que tout le monde dans ce MBA, oui, dans ce MBA et venait d'horizons différents. Et donc j'ai fait ça en fait en parallèle de mon travail, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai essayé le plus possible en fait d'appliquer ce que j'avais appris dans l'entreprise. Et dans les dernières années, en fait, j'ai repris j'ai managé une équipe d'emballage. Donc je travaillais dans la recherche et développement. Dans une boîte américaine? Dans une grosse multinationale dans l'industrie alimentaire. Mondelez International, qui s'appelait avant Kraft Foods. Oui. Voilà. Et donc dans les dernières années, j'ai appris beaucoup sur l'emballage en gérant en fait cette équipe sur l'Europe. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais déjà très motivée pour aller au-delà de ça, donc et améliorer en fait quelles étaient les solutions plus viables pour la planète, plus viables et pour l'entreprise, j'imagine. Et pour l'entreprise. Et donc j'ai franchi le pas et j'ai décidé donc l'année dernière, c'est presque jour pour jour, il y a un an, d'être consultante dans ce domaine. Donc emballage, alors quand on dit emballage durable, c'est une connotation, non, on veut pas que ça dure dans l'environnement, mais très juste. Plus pour respectueux de l'environnement, on va dire. Alors tu as créé Kern Consulting. Voilà, c'est pourquoi ce choix de nom? Ah, le nom. Il y a une petite histoire derrière le nom. Donc les cairns, je ne sais pas si tu sais, mais en fait c'est les pierres qu'on met au bord des chemins. Donc quand on randonne, donc moi c'est une de mes passions, la montagne et la randonnée. Chacun met sa petite pierre en fait sur le chemin et ça permet de montrer le chemin aux autres, à ceux qui suivent. Ah oui, donc il y a en fait cette idée de guider, puisque c'est la mission de cette entreprise, de guider les personnes qui arrivent. Et en plus il y a tout le rapport avec la nature. Donc la pierre c'est quelque chose de solide, de durable, et le geste de l'homme qui en fait est assez minime, donc ça va pas changer complètement son environnement. Donc c'est un petit geste qui détruit pas l'environnement, mais qui peut apporter beaucoup. C'est l'action de l'homme sur l'environnement avec le respect. Une très belle histoire de Kern Consulting pour la création de son nom. Et puis ça fait un joli petit logo. Voilà, magnifique. Voilà. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tes clients, tu leur proposes quel type de service? Donc mes clients, ce que je leur propose, encore une fois, c'est de les guider, donc de les accompagner dans leur stratégie pour leur emballage. Encore une fois, uniquement emballage, parce que tu es spécialisé. Uniquement emballage. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc en partant peut-être, il y a différents points de départ. Soit de faire une analyse de risque sur le portfolio d'emballage qu'ils ont, quand c'est une activité qui est déjà en place. Et en fait d'analyser
par rapport aux tendances consommateurs, par rapport à la pression des médias, par rapport aux lois en cours ou alors qui se renforcent. Voilà. Donc en fait, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut proposer en alternative. D'accord. Donc de voir aussi quels sont leurs points forts, mais aussi les opportunités de s'améliorer. Donc voilà, un accompagnement sur leur stratégie. D'accord. Après, ça peut être aussi des besoins plus ponctuels, plus spécifiques, sur un emballage en particulier, où il y a une volonté de l'entreprise de faire mieux par rapport à l'environnement, par rapport à l'impact, donc d'améliorer soit la recyclabilité, soit travailler avec des matériaux qui soient plus renouvelables, moins polluants et également qui diminuent l'empreinte carbone, comme tu disais. Exactement, voilà. Donc il y a plusieurs axes de développement. Voilà, plusieurs axes de développement, puis plusieurs raisons pour lesquelles faire. Parce que fois c'est par rapport aux consommateurs, il y a vraiment une demande consommateur, voire un boycott. D'accord. Soit encore une fois la loi en fait, la législation qui change. Donc une envie, un besoin même de changer. Alors ta législation qui change, qu'on parle bien, c'est la législation en Allemagne ou tu parles sur le plan européen? Oui, c'est à différents niveaux en fait. Voilà. Donc l'Allemagne est en Europe, donc les lois européennes vont s'appliquer à l'Allemagne. Et l'Allemagne a aussi ses propres lois. En fait, chaque pays ensuite va adopter ses propres lois. Enfin, va traduire la loi européenne en France et au Luxembourg, et ça pourrait donc intéresser des clients luxembourgeois ou des clients français. C'est pour ça que j'insiste sur ce petit point-là, parce que les gens, les potentiels clients pourraient être intéressés en me disant bah oui, mais si elle est qu'en Allemagne, voilà. Et donc tu agrandis ton champ à l'international. Donc en fait, j'ai une expertise sur l'Europe. Ça c'est bien. Ouais. Donc ma langue de travail en fait c'est l'anglais. Donc je suis capable de trilingue, anglais, allemand. Oui, donc je parle français et allemand. Faut pas l'oublier. Comment on fait très bien. Faire de tout. Ah oui, un très grand allemand, anglais, parfaitement. Je précise parfaitement. Et français, donc tu peux effectivement, et donc tu connais toutes les lois européennes, en tout cas dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors, tes clients peuvent être que des grosses boîtes qui touchent à l'emballage, ça peut pas être une petite entreprise ou la boulangerie du coin, voilà. Non, alors, pas des commerces, effectivement, mais l'industrie en général, et ça peut être des petites entreprises. Donc récemment, en fait, j'étais en contact avec une petite entreprise qui fabrique des yaourts, des produits laitiers en général. Ah oui, ça intéresse tout le monde. Et ça touche tout le monde. Ouais, alors, le yaourt, ça parle. Surtout en France, on consomme énormément de yaourts. Oui. Peut-être un peu moins en Allemagne, mais les yaourts sont là et à la fin, le pot va à la poubelle. Oui. Et généralement n'est pas recyclable. Oui. Enfin, si on parle de polystyrène, c'est pas recyclé en tout cas. Et ça, c'est un très beau projet. Et en plus, il y a par rapport à la loi à venir, donc récemment on a vu qu'il y a encore eu le vote de la loi européenne pour les emballages plastiques à usage unique. Alors là, on parle plus d'assiettes, de gobelets, de couverts en plastique, etc. Mais dans la ligne de mire, il y a les prochains, ce sera les pots en polystyrène, pots de yaourt. Donc là, il y a vraiment urgence à trouver une solution. Voilà. Et plus on s'y prend tôt, parce que ça sera pas avant 2021, donc on se dit on a un petit peu le temps, mais en fait ça vient très vite. Ça vient très vite. Il y a des essais à faire, et par rapport au coût aussi, essayer d'optimiser, de trouver le meilleur fournisseur, etc. Donc quand on parle de meilleur fournisseur, moi quand j'entends meilleur fournisseur, je pense à Chine. Donc on ne parle pas de Chine dans le développement durable. Alors ça dépend, quels sont les critères. Est-ce que c'est le coût, est-ce que dans l'expérience veut que en fait au niveau emballage par rapport à cette industrie, il y a une telle demande par rapport à à être fourni en fait en temps en heure, que si on attend d'avoir des containers de Chine qui arrivent, qui mettent plusieurs semaines pour venir, ça marche pas en fait. Ça marche pas, et puis c'est pas avec les valeurs du développement durable non plus. Oui, il y a l'aspect transport et empreinte carbone qui est effectivement catastrophique.
Oui, c'est un peu le dire. On peut le dire. Donc effectivement, quand on dit meilleur, c'est par rapport aussi peut-être à un fournisseur local. Oui. Qui fait la qualité demandée. Ouais. Et qui ont une capacité de production et au niveau coût, bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour changer ce pot de yaourt, alors en prenant en compte tous les services de l'entreprise, les coûts, comme tu dis, la rentabilité, les délais de livraison aussi, ça sera des produits recyclables, alors, l'objectif. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs axes, en fait. D'accord. On parle beaucoup de recyclabilité parce que en fait c'est un des objectifs européens d'augmenter le taux de recyclage en général en Europe pour les emballages, et en sachant qu'aujourd'hui on est à 10-14% de plastique recyclé. Ah oui, c'est pas beaucoup. Voilà. Et en Europe, toujours c'est des chiffres pour l'Europe là, 10-15%. Ouais. D'accord. Mais c'est pas beaucoup. Donc il y a vraiment une pression de la part de l'Europe d'augmenter ces taux. Et il y a aussi différents axes, c'est-à-dire que même si on recycle, on reste sur des matières qui sont faites à partir de pétrole, donc de ressources limitées. Donc il y a un autre axe en fait pour ces emballages qui est tout ce qui est bioplastique. Oui. Voilà, d'accord. Donc je vois que ça te... Oui, ça me parle. Quand on dit bioplastique, on parle de biodégradable aussi. On a tout et rien dit. Parce que bioplastique, la famille est très large. Donc c'est passionnant parce que plus on se renseigne et plus on voit qu'il y a des tas de nouveautés aussi. Donc bioplastique, pourquoi ? Parce que c'est fait à partir... c'est biosourcé, en fait ça vient de la source est organique, donc fait de végétal, et il y a plusieurs générations en fait. Donc il y a par exemple à partir de maïs ou donc là ça sera certains supermarchés font des sacs en plastique en amidon de maïs. Voilà, donc ça c'est connu et c'est biodégradable aussi. Donc on se dit on a la solution. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça parce que cette bioplastique de première génération, par exemple, est en compétition avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va cultiver ? On va cultiver des choses pour nourrir les personnes, qui est quand même un besoin primaire, ou pour faire du plastique. Donc là, il y a un problème éthique. Moi, quand je travaillais pour l'industrie alimentaire, et ça posait problème parce qu'on disait on veut utiliser nous les ressources pour nourrir les gens, pas pour faire du plastique. Donc c'est en train d'évoluer puisque maintenant on fait des plastiques de seconde génération qui utilisent en fait les déchets de l'industrie agricole, des déchets agricoles. Donc au lieu de s'en débarrasser, qui aussi crée, ça crée des déchets, une empreinte carbone de se débarrasser de ces déchets. On les réutilise, ça apporte de la valeur. Donc ça c'est déjà un peu plus vertueux. Oui. Et alors la troisième génération qui est quand même assez passionnante, c'est de fabriquer à partir en utilisant soit des micro-organismes, des levures ou des algues. Oui. Et notamment, donc il y a une... Effectivement, j'ai vu une émission sur les micro-organismes là-dessus, sur Arte notamment. Donc là, c'est à partir de la biomasse en fait. En tout cas, la troisième génération a l'air de plus te passionner parce que ton visage se passionne. Celle que j'ai en tête, que j'ai découverte récemment, qui s'appelle New Light Technologies. New Light Technology, tu en parles. Qui est aux US en fait. Ils font quelque chose de fascinant, c'est-à-dire qu'ils utilisent du gaz, donc le méthane et le dioxyde de carbone, qui sont des gaz polluants qui participent à la dégradation de la couche d'ozone, de la planète et tout ce qui va avec. C'est l'effet de serre. Et donc ils utilisent ces gaz et grâce à un catalyseur qui est en fait naturel, issu de micro-organismes, arrivent en fait à remettre toutes ces chaînes, parce qu'en fait c'est des chaînes carbonées, et donc arrivent à fabriquer du plastique ensuite par extraction avec des solvants. Je pense que c'est breveté, c'est nouveau, c'est récent depuis quand ?
C'est une start-up, donc voilà, ils ont déjà fait beaucoup de progrès, donc parce qu'avant l'efficacité n'était pas très bonne. D'accord. Et ils ont réussi à l'augmenter dont tu nous parles avec la start-up américaine en niveau de la technologie, c'est intéressant, très bien. Il y a plein d'axes de développement, comme tu nous l'as dit depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai une question qui intéresse aussi les consommateurs. Avec toutes les émissions que nous, on reçoit aussi en France sur le plastique. Et j'ai cette impression, je veux savoir comment ça se passe chez toi et si ça te cette pression-là. On parle qu'il faut diminuer le plastique, les emballages, améliorer les emballages, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans les magasins. Aller faire ses courses au supermarché, essayer de diminuer sa quantité de plastique, pour moi c'est un casse-tête. Ah bah là c'est du plastique, ah mince, là c'est aussi du plastique, ah mince. Alors, mais t'as raison, parce qu'en fait on voit que chaque année, d'année en année, il y a de plus en plus d'emballages plastiques qui sont produits et qui finissent donc en déchets. Voilà. Donc ça augmente, notamment en Allemagne. L'Allemagne est très consommateur d'emballages plastiques. D'accord. Et malgré qu'ils soient très à la pointe en... Oui, alors on dit que les citoyens sont plus conscients en fait des problématiques, et disciplinés. Et disciplinés. Donc, et c'est vrai en fait depuis des décennies, ils ont pris conscience que le plastique pouvait être un problème. Donc en fait au niveau citoyen, ils sont très disciplinés et ils amènent, ils trient très bien. Donc en fait ils sont l'Allemagne est l'un des pays qui trie le plus sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe, d'accord. Ils arrivent à des taux de recyclage du plastique autour de 45%. Donc on est très loin des 10 ou 15% que tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'était bien la différence entre l'Europe et les mois. Et donc j'ai remarqué tes poubelles. Est-ce que tu peux nous montrer quelles sont les poubelles en Allemagne? Oui, tu tries en Allemagne par rapport à la France. On va voir que c'est un réel effort parce que tout n'est pas en fait collecté en bas de l'immeuble. Bon, c'est pas très joli, ce sont des poubelles. C'est des poubelles. Donc en fait, ça c'est la poubelle où il y a le papier, la biomule donc organique, et le reste. Ça, c'est collecté. Tu veux que j'ouvre? Voilà. Ah oui, c'est vraiment la poubelle, elle est conçue. Donc dans 3, c'est pas toi qui as fabriqué. C'est en France, mais voilà. Et donc ça, on va fermer parce que ça sent. Oui. C'est collecté en bas de l'immeuble. J'ai 3 poubelles. D'accord. Je peux vider mes poubelles. Et ça, par contre, il s'agit du plastique, du verre et du métal. Oui. Et ça, donc je l'emmène au conteneur. Alors ça, très intéressant, parce qu'elle met plastique. Et nous, en France, quand on va au recyclage, les cartons, je dis cartons de bouteilles de lait, on les met dans le carton, parce que pour nous, c'est du carton. Ouais. Et vous, en Allemagne, vous le mettez dans le plastique. Oui. Alors, peux-tu nous présenter un projet concret qui peut parler à nos potentiels clients et aux gens de ce que tu peux faire avec ton cabinet Kern Consulting? Oui, tout à fait. Donc, on parle beaucoup d'économie circulaire sur l'emballage. Donc, on a parlé du recyclage qui est assez connu. Et il y a une autre stratégie d'économie circulaire qui est la réutilisation. D'accord. Donc, pour l'emballage, ce qui vient souvent à l'idée, c'est les bouteilles consignées qu'il y avait en France. Les bouteilles en verre, les bouteilles en verre, exact. Et qu'il y a vraiment beaucoup en Allemagne. Oui, mais au-delà de cette consigne de bouteilles, le concept de réutilisation n'est pas très utilisé, n'est pas très répandu. D'accord. Et donc une entreprise m'a démarché pour me demander en fait quels étaient tous les business models qui existaient sur la réutilisation de l'emballage, ce qui était en train d'émerger. Et aussi quelles pourraient être en fait, on a travaillé ensemble pour voir quelles pouvaient être les opportunités pour cette entreprise. Et pour le marché allemand? Non, c'est sur un marché international. D'accord. Ouais, Europe, même États-Unis. Enfin, c'est une boîte internationale. D'accord. Donc en fait, c'était passionnant aussi pour moi parce que je me suis penchée plus en détail. Donc la réutilisation, c'est beaucoup plus vertueux que le recyclage parce que ça demande moins d'énergie, moins de transport, moins de pollution et moins de ressources. Voilà. Donc c'est une des boucles en fait les plus courtes. Et donc ça permet
d'être meilleur au niveau impact environnemental. Impact et rentabilité, je suppose. Rentabilité à voir, parce que après c'est sur toute la supply chain, voir où il y a des dépenses et où il y en a moins, etc. Mais donc en fait je les ai accompagnés, j'ai apporté en fait la vision de l'extérieur. Donc je pense que pour eux c'était vraiment important d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui a une vision, qui a moins le nez la tête dans le guidon en fait, et qui permet en fait de prendre du recul par rapport à eux, leur business, d'avoir un regard extérieur, et d'arriver avec une vision totalement neuve. Et notamment aujourd'hui, quand on parle de réutilisation, il y a une entreprise qui fait le buzz en ce moment, qui s'appelle Loop. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est TerraCycle qui a créé une autre branche d'activité. Et Loop se propose de livrer chez les personnes un tas de produits de biens de grande consommation. Donc ça va de la savonnette à la glace, au yaourt en fait. Et dans des emballages réutilisables. Donc en fait il me consigne. D'accord. Et une fois qu'on a fini avec son produit, on le redonne à Loop, qui redispatche en fait les emballages aux industriels. Et donc il y a des grandes marques, donc il y a les plus grandes marques sur le marché. Tu peux m'en citer une? Donc il y a Danone, il y a Mondelez, il y a Nestlé, il y a des marques et ça se fait Unilever. Aujourd'hui, les gros industriels s'y sont mis en fait. Et ça se fait dans le monde entier? Alors ça se fait en ce moment, ça a commencé en pilote à Paris, un projet à Londres, et ça va petit à petit aussi aux États-Unis, à New York, au Canada. Donc ça va petit à petit s'étendre. Et donc leur en fait ambition, c'est d'être aussi dans les supermarchés. D'accord. C'est-à-dire que donner le choix au consommateur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme produit dans des emballages jetables, avoir sur l'étagère aussi un produit d'un emballage réutilisable avec consigne. De leur donner le choix. Ça me fait penser un petit peu, là je repars dans le passé, ça me fait penser aux États-Unis avec les bouteilles de lait qu'on déposait le matin et qu'on repartait. Voilà. Quand tu me racontes, ça me fait penser à ça. Si je peux faire une métaphore. Mais c'est super intéressant parce que c'est exactement l'image qu'a donné Loop pour promouvoir, pour parler de son concept. Il disait c'est le retour du milkman. Voilà. Donc c'est ma question, je vais pousser plus loin parce que ça je sais qu'on va nous la poser. Quelque part c'est comme un retour en arrière. Donc ce qu'on faisait par le passé c'était pas si mal que ça. Question piège. Il y a beaucoup de choses à s'inspirer de ce qu'on faisait du passé avec les outils d'aujourd'hui. Avec toute la technologie là, quand on parle de ce business de livraison, etc., ils utilisent les outils du e-commerce, donc internet et les livraisons, donc qui n'existaient pas dans le passé. Mais effectivement, tout n'est pas à jeter, mais il y a beaucoup d'idées dans le passé qui sont à reprendre. Alors j'ai vu aussi sur ta fiche que tu donnais des cours ou des formations. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement. Alors là, j'ai pour le mois de juin, je vais donner un cours à l'université de Weihenstephan qui est à Freising, donc tout près de Munich. Des étudiants de... Donc c'est une université? C'est une université, en fait c'est ce qu'on appelle une Hochschule. Donc une école de... Haut niveau. Voilà. Après le bac. Donc là, ça sera l'équivalent des 3e années après le bac. D'accord. 3e année universitaire. Et donc je vais leur donner des cours sur mon domaine d'activité, c'est-à-dire l'emballage, version développement durable. D'accord. C'est des étudiants qui ont choisi l'option Sustainability. D'accord. Et donc ils vont avoir des cours, donc la spécialisation c'est alimentaire et horticulture. Ah oui. Et donc là ils auront le volet emballage. Et sur la partie alimentaire est importante. Donc ça c'est de l'enseignement à des universitaires. Et j'ai aussi de l'expérience dans la formation en entreprise, donc sur le développement durable en général, mais aussi spécialisé dans l'emballage. Plus orienté. Quand j'étais sortie justement de l'école de management.
MBA de développement durable, j'avais en fait créé un training, une formation pour nos équipes de recherche et développement sur le développement durable, sur les impacts de notre activité et comment surtout designer nos produits, nos formules, etc. pour qu'il y ait le moins d'impact possible. D'accord. Donc en comprenant en fait tous les mécanismes de notre influence aussi, de comment en fait nos recettes, les ingrédients qu'on va utiliser, les process qu'on va utiliser. Donc c'est vraiment de la base, puisqu'ensuite ça va être produit des milliers de tonnes. Ouais. Donc ce qu'on fait à la base a vraiment une importance majeure. Voilà. Alors une autre question, par rapport à tout ce que tu as expliqué depuis le début, sur ce que tu fais, sur tes convictions également, quels ont été les résultats et quel a été l'impact? Sur une formation, le résultat, on peut le voir par rapport à la prise de conscience des gens qui ont fait cette formation. Absolument. Et comment ils vont l'appliquer en fait au quotidien. Et ensuite, donc, voir, alors on peut évaluer de différentes manières. On peut faire un bilan carbone sur formule avant, après, ou matériaux qu'ils utilisaient avant et les matériaux qu'ils vont prendre après. Donc il y a des manières d'évaluer de façon quantitative. Après, de manière qualitative, je dirais que c'est le travail de chacun d'appliquer ces concepts et ces de développement durable, ces principes. Et on le voit en fait à plus long terme par rapport à la transformation dans l'entreprise. Oui, ça c'est plus long terme. Et donc il y a l'impact réel qu'on peut chiffrer en bilan carbone, où on utilise moins de et en financier aussi, parce que ça coûte cher de polluer. Voilà, donc aujourd'hui, le fait est que les répercussions financières de la pollution sont pas toujours très visibles, et chiffrées. On pollue et ça coûte pas si cher que ça de polluer. D'accord, mais ça peut changer. Et la législation en fait est de plus en plus rigoureuse. Et aussi par rapport au consommateur qui va se tourner de plus en plus vers des choix plus respectueux de l'environnement. Donc en fait, l'impact il est assez long terme. C'est toujours difficile de chiffrer à court terme. C'est pour ça que je te pose la question. Une question un petit peu, une question difficile, difficile, que je conçois très bien. Parce que encore une fois, c'est par rapport à une stratégie d'entreprise. Donc il peut y avoir des revirements ou des choix plus tactiques, on va dire. Donc l'exemple du pot de yaourt, dans 2-3 ans, je ne pourrais plus mettre sur le marché des pots de yaourt en polystyrène. Donc là, c'est tactique. Qu'est-ce que je fais pour changer? Mais après, il y a des entreprises qui sont vraiment qui ont le développement durable, donc stratégie long terme, vraiment dans le cœur de leur activité. Et je pense que les résultats se verront plus tard par rapport à leurs concurrents. Et là, je pense à tous les producteurs d'emballage plastique qui ont vraiment cette question à se poser aujourd'hui, en disant quel est notre avenir? Alors notre avenir, dans 2-3 ans, on peut dire bon, ça va passer, mais notre avenir à 10-15 ans, si vraiment on veut pérenniser, Et c'est pour ça que ce concept de réutilisation est très pertinent, puisque si ce qu'on sait faire c'est du plastique, autant faire en sorte que ce plastique soit solide et durable, et se démarquer en fait le plus rapidement possible, en fait, d'augmenter notre compétence, notre champ de compétences et notre spécialisation, pour que quand ça arrivera, quand il y aura vraiment une pression de part et d'autre, on sera reconnu comme réglementaire, on sera vraiment reconnu comme les experts et on aura une longueur d'avance par rapport à tous ceux qui n'y ont pas cru en fait, et qui ont continué à faire du business as usual. Ophélie, est-ce qu'on peut parler maintenant de ta valeur ajoutée? Alors ma valeur ajoutée, je pense qu'elle est dans mon cursus, puisque je suis pas une experte packaging depuis, c'est pas ma formation, etc. En fait, moi ma formation elle est dans les industries alimentaires. D'accord. J'étais développeur de produits avant. Je travaillais dans le nouveau produit, innovation. Donc j'ai travaillé 18 ans chez Mondelez.
Et donc j'ai bien compris en fait qu'il y avait une interaction entre le produit et l'emballage. Donc j'ai cette compétence, en tout cas dans l'alimentaire, de voir à quel point l'emballage est important pour protéger le produit et de comprendre quelles sont les interactions. Et je m'en suis rendu compte déjà en entreprise, quand j'étais en poste, que à chaque fois qu'on changeait de packaging, il pouvait y avoir une influence sur le produit. Surtout quand on était sur un produit laitier, assez neutre en goût, donc ça pouvait prendre tous les goûts, etc. C'est un produit assez sensible. Donc dans mes dernières années chez Mondelez, j'ai managé une équipe d'emballage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je pense que j'ai déjà cette compétence de comprendre vraiment l'interaction produit et emballage. Et puis ensuite, par rapport à... Et emballage, excuse-moi de te couper, emballage que dans l'agroalimentaire. Dans l'emballage agroalimentaire. Après, les problématiques dans la cosmétique, dans les détergents sont similaires. D'accord. Mais l'alimentaire est un des secteurs les plus exigeants par rapport à ces interactions. Donc c'est important de le dire. De le dire et puis d'avoir en fait fait cette expérience dans ce domaine. Et ensuite, donc comme je viens aussi de l'industrie, je comprends bien toutes les problématiques, toutes les contraintes, les limites et aussi les opportunités. Donc quand je m'adresse à des industriels qui sont mes clients, je suis capable de comprendre en fait, d'anticiper quelles vont être les problématiques et les contraintes qu'ils ont. Voilà, et les contraintes. Donc ça, je suis capable de très rapidement comprendre aussi comment les autres. Tout de suite dans le bain et dans ton milieu. Voilà. Mais tu comprends. Voilà. Je travaille en recherche et développement, donc c'est vraiment R&D, et c'est vraiment une fonction où on interagit avec beaucoup de fonctions dans l'entreprise. Donc avec le marketing, avec les achats, avec la qualité, avec tout ce qui est réglementation et avec la production aussi. Donc je comprends très bien le mécanisme de la supply chain et les contraintes de business aussi. Donc je pense que c'est ma valeur ajoutée d'avoir en fait ces différentes casquettes, ces expériences. Et en fait, par rapport à mon activité comme je l'exerce maintenant, je m'ouvre énormément à l'extérieur. Donc toutes les nouvelles technologies, au niveau des matériaux, au niveau des techniques de fin de vie de produits, donc de recyclage, ça, il y a de quoi faire, supply chain. Il y a énormément d'innovations, énormément de start-up. Et je me rends compte que dans mon travail avant, j'avais pas accès en fait à toutes ces informations. Parce que certes, il y a des salons d'emballage, donc Phare Park à Nuremberg, à Paris aussi. Enfin, je suis allée à plusieurs salons et je peux y consacrer du temps, vraiment, pour identifier qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui peut faire la différence. Et ça, c'est du temps. Et quels sont les acteurs incontournables, si je puis dire, ou émergents. Et ça, dans mon poste d'avant, on me demandait de le faire, plus ou moins. Ça faisait partie de mon travail en tant que R&D. Mais honnêtement, j'avais pas le temps, parce qu'il y avait tous les projets en cours. Donc je pense que quelqu'un qui vient de l'extérieur, tout à l'heure, le nez dans le guidon, on ne peut pas tout faire. On est tout à fait d'accord. Donc voilà, j'ai une vision de l'extérieur tout en connaissant comment ça se passe à l'intérieur. Alors pas dans les détails, mais dans les grandes lignes. Qui est importante. J'ai investi du temps dans toutes ces connaissances du marché, des technologies que je peux amener très rapidement en fait aux clients. Et j'ai aussi un réseau. Donc c'est la conséquence de tout ce travail d'investissement de temps. Et également, par internet, on trouve beaucoup d'informations si on met le temps. Voilà. Donc je pense que je peux apporter tout ça, cette vision de l'extérieur, cette connaissance de l'extérieur, le background qui est non négligeable dans l'industrie alimentaire. Voilà. Et cette interaction produit packaging. Donc voilà, je pense que tu nous as répondu à toutes les questions, tu as bien fait le tour, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Nous allons conclure
Alors Ophélie, je te remercie de ton temps, de ta belle présentation. Merci à toi. Voilà. Nous allons, vous pouvez retrouver notre spécialiste en emballage sur notre page Facebook Natural Management avec toutes ses coordonnées. Je vous invite également à poser, à commenter, à poser vos questions et je transmettrai auprès d'Ophélie pour qu'elle puisse vous répondre directement. Je vous dis à très bientôt et continuez à nous suivre via nos pages YouTube et Facebook. Merci Ophélie Gourdou du cabinet Kern, je le prononce bien, Kern Consulting. Merci Sabine. Au revoir à tous.